iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani. Nekundorere wa mubyeyi we, nekundorere twarashobewe, nekundorere wa mubyeyi we, nekundorere twarashavuye, nekundorere, 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 nekundorere. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui avec deux personnalités rwandaises qui sont dans le domaine de la politique. Je vais leur demander tout simplement de se présenter. Je les connais bien sûr, mais je préfère leur passer la parole immédiatement pour qu'on entre dans le vif du sujet. Madame. Merci, Monsieur Tadizimana. Mon nom, c'est Nadine Claire Kassinje. Je suis présentement la présidente du parti Ishema du Rwanda. C'est une parti politique qui s'est formée en 2013 par un groupe de jeunes rwandaises à l'étranger, en exil. D'abord, je vais essayer de m'excuser pour mon français. Ce n'est pas ma langue de confort. Je préfère mieux la langue de Dante, mais on va essayer de communiquer. Ben, ça, c'est une petite ouverture. Quelques fautes d'orthographe, vous allez m'excuser. Bon, on continue. Et le parti Shema a été fondé en 2013 par un groupe de jeunes rwandais à l'étranger, en exil, avec le but essayer de comprendre le problématique rwandais, essayer de porter une contribution à l'amélioration de le vécu de la population rwandaise, surtout voir pourquoi ils sont en exil et pourquoi et comment ils peuvent créer un espace ou un endroit au Rwanda où plus jamais les gens doivent fouiller leur pays par force. C'est dans disons, dans cette vision que le parti Shema est né. Shema pour donner au peuple réfugiés rwandais qui sont souvent diabolisés par le parti au pouvoir, pour leur donner l'espoir et surtout pour leur dire soyez fiers de vous-même, de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, parce qu'on a dû vraiment traverser des épreuves très difficiles pour s'installer à l'étranger ou survivre dans les conditions inhumaines. Et malgré tout ça, comme nous les jeunes, quand on a fondé le parti Shema, malgré tout ça, on a pu disons, franchir avoir des objectifs et arriver à ces objectifs-là et faire partie de les sociétés qui nous a accueillis et quand même des réussites et fonder des familles et contribuer à l'avancement et à le succès des communautés qui nous a accueillis. Et ça nous rend fiers. C'est ça qu'ont vécu les Rwandais, surtout les Rwandais qui sont à l'étranger, mais aussi les Rwandais qui sont au Rwanda, qui sont obligés tous les jours à se battre pour la survie, pour beaucoup de choses, on espère qu'ils prennent un peu de temps pour regarder le chemin qu'ils ont parcouru et là où ils sont rendus. Et pour dire on est capable, on est fier, on est fort, malgré tout ça, on est debout. C'est ça
l'idée du schéma parti. On va peut-être présenter votre collègue et puis on entrera en matière immédiatement après. Vous pourrez nous expliquer. Là, déjà, vous avez donné un peu l'historique hein, du parti Ishema. Vous pourrez nous expliquer ensuite les objectifs, où vous vous situez sur le plan géographique, au Rwanda, à l'étranger. Et puis, on parlera de l'actualité de votre parti. Oui, merci. J'invite Monsieur Chaste, qui vous accompagne, à prendre la parole. Vous êtes en mute, Monsieur Gaoundé. Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Tout d'abord, je commence par remercier M. Ndagijimana qui nous a invités. Et puis aussi, ça fait un moment que votre chaîne de télévision est en marche et je l'ai suivi de temps en temps et je suis content que nous ayons aussi cette opportunité de venir et présenter notre projet et présenter notre parti schéma. Comme Madame la Présidente vient d'en parler un tout petit peu. Moi, je m'appelle Chaste Gaoundé. Présentement, je suis le vice-président du parti schéma. Comme Madame l'a dit, le parti est né le 28 janvier 2013. Ça fait là plus de 8 ans et c'est pas petit. Et donc, du coup, et au cours de ces 8 ans, on a fait beaucoup de choses, il y a pas mal d'activités qu'on a réalisées. Il y a aussi des projets qu'on a présentés au peuple rwandais et à la communauté internationale, notamment le grand projet, en fait, de dire oui, on est à l'étranger, on est exilé, on est des réfugiés, mais quand même, nous voyons que notre projet politique ne peut se réaliser qu'au Rwanda. Et c'était ça justement, une année après la création ou le lancement de notre parti, on avait décidé justement de rentrer au pays pour aller faire nos activités politiques. Ici, je tiens à rappeler que le Rwanda a signé des accords sur les droits politiques et les droits civiques et droits politiques. Et donc, du coup, donner notre contribution dans le domaine de la politique, jouer la politique, comme on dit, faire de la politique dans notre pays, c'est notre droit le plus absolu. Et ce droit aussi est reconnu par la constitution du Rwanda. Donc, du coup, on s'est dit, oui, on est réfugié, mais on ne va pas rester trop longtemps dans le refuge. On a été obligé de s'exiler, de devenir réfugié, mais à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on rentre pour militer pour nos droits. Ce sont nos droits. Il faut qu'on y aille faire de la politique. Donc, en peu de mots, nos activités de tous les jours, on est en train de chercher on fait le tout possible pour que nous arrivions au Rwanda pour y exercer nos activités politiques. Voilà un peu de mots. Je vous remercie encore et on va échanger sur tout ce que vous voulez savoir du parti et puis aussi sur les activités ou bien les projets que nous allons vous présenter aussi. Merci. Je vous remercie. Avant de poursuivre, bien sûr, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas nécessairement d'origine rwandaise et qui ne connaissent pas la situation réelle dans notre pays, qui lisent la presse, une certaine presse parfois fantaisiste occidentale ou africaine même, la première impression pour certains étrangers, c'est qu'au Rwanda, tout va bien. Pourquoi vous, qui êtes encore jeune, avez été obligé de vous exiler? Pourquoi vous n'iriez pas vous mettre à la disposition du gouvernement actuel pour contribuer à l'effort de développement et pour contribuer à la réconciliation nationale? Pourquoi avez-vous, en d'autres mots, pourquoi vous êtes-vous senti obligé de partir à l'étranger pour exercer vos droits politiques et civiques? Madame la Présidente. Oui, merci pour cette question pertinente. Pendant l'histoire du Rwanda, c'est une histoire compliquée et pleine des obstacles où le peuple rwandais s'est retrouvé dans une
disons, dans un mécanisme qui ont divisé le peuple rwandais en deux parties. Et les deux parties, ils se battent mutuellement pour le pouvoir. Il se peut que nous, quand on était nés, on était au pays, mais il y avait une partie de Rwandais qui était à l'étranger et qui se sentait, mettons, privés de leurs droits, comme eux ils disent, de participer à la vie politique et à la vie, à le développement du pays. Ça arrivait que la partie qui était à l'extérieur, il a dû rentrer au Rwanda par force, par l'armée. Nous, on était jeunes. On avait à peu près autour de 12-13 ans, 10 ans à l'époque, 1990. C'est là où la guerre a éclaté. Et jusqu'à ce moment-là, nous, on n'était pas vraiment au courant de tout ce qui se passait. On ne savait rien de tout ça. Mais là, on a commencé à apprendre sous nos propres apprendre qu'il y avait un problème politique et que les Rwandais, entre eux, ils sont devenus les ennemis. Nous, on s'est trouvés dans une côté, il y avait une autre côté, ils se battaient pour le pouvoir. Et à la fin mettons, en 1994, il y a eu, disons, un changement de régime qui a coûté très cher en vie humaine et en beaucoup de choses. Nous, on s'est retrouvés renversés à l'extérieur du pays parce que eux qui sont restés au pays, la plupart d'eux, ils sont morts ou sont restés, ou sont rendus, étaient prisonniers. Juste comme présente moi-même, qui n'était pas au moment de la chute de changement, qui n'était pas à la maison chez mes parents. Comme mes parents ils ont décédé, et moi je me suis sauvée en allant à l'extérieur du pays. Et ça nous rend comme vulnérables. On se sent comme nos bienvenus chez nous parce qu'on appartient dans leur côté et qui est souvent brutalisé et pour des raisons politiques. Et on présente les partis, on disant les vrais mots, là, les Hutus et les Tutsis. Et les Tutsis sont présentement au pouvoir. Les Hutus sont brutalisés. Une Hutu, il y a une campagne je sais pas comment, une campagne de diabolisation contre les Hutus. Les Hutus sont des génocidaires, ce sont les mauvais, les bad guys, comme on dit en anglais. Et les Tutsis, ce sont des victimes, ce sont des bons gars, des gens qui ont sauvé les autres et qui veulent du bien, tandis que les autres. Mais on sait que tout ça, au fond, c'est une guerre de pouvoir. Ce n'a rien d'autre qu'une guerre de pouvoir. Parce que si quelqu'un connaît bien l'histoire du Rwanda, qui a suivi tout ce qui s'est passé, il sait que chaque parti a sa part dans la manière que les Rwandais portent dans leur histoire. Chaque parti a absolument à égard. Ils ont toutes partie de ce qui s'est passé dans le bon et dans le mauvais. Et nous, on est à l'étranger parce qu'on ne se sent pas les bienvenus chez nous. On ne veut pas vivre dans un pays où on est privé des droits fondamentaux. Et que tout, on nous appelle les génocidaires alors qu'on est aussi des victimes. On s'est trouvé à l'étranger, on était jeunes, mais on a dit, nous, il faut qu'on se batte pour que ça s'arrête, pour que les Rwandais arrêtent de s'entretuer, de se chicaner entre eux, juste pour le pouvoir. Parce qu'il y a d'autres choses qui font partie d'une peuple, soit la culture, soit le développement, la fidélité, la langue, l'identité d'un peuple,
qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas juste le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose, c'est un moyen pour permettre, créer intérêt pour que l'identité d'un peuple et le succès d'un peuple soit pour le permettre à l'avancer, à se distinguer parmi les autres. Et nous, on trouve que les chicanes entre les Hutus et les Tutsis, c'est quelque chose qui doit s'arrêter, que c'est quelque chose qui doit, c'est un problème qu'il faut absolument régler avant d'aller nulle part. On doit absolument régler ça pour que ça cesse à jamais. C'est ça, c'est une réflexion qui a accompagné notre parcours de 8 ans au sein du parti Ishema du Rwanda. On a essayé de focaliser notre énergie, notre réflexion sur qu'est-ce qui ne va pas entre les Rwandais. Pourquoi les Rwandais, dans tous les grands lacs, on est eux qui continuent à créer des problèmes pas seulement au Rwanda, mais aussi dans les voisins. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut qu'on doit régler? En mettant à côté tout ce qui est chicane, on pense qu'on pouvait quand même faire un début, recommencer à construire notre pays, à bâtir un Rwandais qui est un Rwandais de tout le monde, où tout le monde se sent chez eux et tout le monde se sent participer. Ce qui est FPI essaye, le parti au pouvoir présentement, essaye de simuler, disent que tout va bien, mais tout ne va pas bien parce que nous, on n'est pas chez nous. Et qui sont et il y a une grande partie des Rwandais qui sont au Rwanda, mais qui ne se sentent pas chez eux, qui ne se sentent pas bienvenus chez eux, parce qu'ils ont mis une marque de dire, vous êtes des génocidaires, vous ne pouvez pas rien dire, mais vous êtes des génocidaires, alors que la plupart d'eux sont des victimes, que le FPI se proclame l'héros, alors qu'eux aussi sont parmi les tueurs. Ils ont massacré plusieurs personnes, plusieurs Rwandais, juste parce qu'ils n'étaient pas dans leur côté, ou bien ils ne pensaient pas qu'ils vont être dans leur côté. Et cette politique de diaboliser une côté de la population, c'est pour les empêcher de participer dans la vie politique. C'est pour ça qu'au Rwanda, l'espace politique est complètement fermé. On empêche tout le monde, les voix qui ne sont pas les voix qui sont dans la même ligne que les FPR, de parler, de participer. Et on essaye d'investir beaucoup d'argent dans la campagne internationale pour dire tout va bien au Rwanda, on avance, tout est réglé, il n'y a pas de problème. Alors que le Rwanda, c'est le silence. C'est le silence, il n'y a personne qui parle autrement que l'FPR. C'est dans son but là que nous, les jeunes Rwandais, on se bat pour que tout les choses, cette politique de diabolisation et cette politique d'essayer de s'accaparer tout au détriment de le reste du pays, des restes de peuple, doit cesser pour que le Rwanda soit un Rwandais pour tous les Rwandais, où tout le monde se sent égal, tout le monde se sent chez eux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais peut-être demander à M. Chaste Gahunde de vous compléter. Si j'ai bien compris, votre objectif, ce n'est pas de conduire un changement dans la vengeance, c'est plutôt de vouloir mettre les choses à plat et de lutter plutôt pour l'égalité des chances, pour la justice pour tous et pour la réconciliation. Monsieur Chaste Gahunde, est-ce bien cela la politique et l'objectif du parti Ishema? Et merci. C'est effectivement, en quelque sorte, en quelques mots, c'est effectivement cela. Le problème rwandais ne peut pas se définir dans le présent ou bien dans tout ce qu'on voit dans les médias internationaux qui disent que voilà, le Rwanda a fait
a fait un progrès important. Il a fait il y a le développement économique qu'on lit, alors que en réalité, c'est pas ça. Nous, en tant que Rwandais, même si on est à l'étranger, même si on n'est pas dans le pays actuellement, mais nous avons nos familles, nous avons les amis, nous avons les membres de notre parti qui sont là et qui nous donnent l'information le jour au jour. Donc, c'est qu'on connaît bien ce qui se passe au pays. Effectivement, pour quelqu'un comme nous, qui connaissons le pays, qui avons vécu là-bas, qui sommes nés là-bas et qui avons été obligés de quitter, nous avons un regard différent par rapport aux autres qui sont étrangers, qui justement ne lisent que ce qui est écrit. Ici, on peut dire une chose, c'est que le Rwanda a connu des guerres fratricides, parce que ce qui est connu pour le moment, c'est la guerre de 1990, qui a culminé en génocide de 1994. Bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de facteurs ou bien d'autres témoignages qui montrent que même à part d'un seul génocide, qu'il y aurait eu déjà des génocides et même plusieurs. Le génocide contre les Hutus, le génocide contre les Tutsis, le génocide contre les Congolais qui est aussi affilié ou bien en relation avec ce qui s'était passé au Rwanda. Là, ce sont les crimes qu'on connaît et qui ont été là-bas. Donc, du coup, on se dit jusqu'où on va arriver, jusqu'où le peuple rwandais, le peuple de la région des Grands Lacs va arriver à continuer ce cercle vicieux de s'entretuer. Puisque au Rwanda, c'est la guerre ou bien c'est la lutte pour le pouvoir. Et dans l'histoire du Rwanda, on connaît la politique Nyiginya, qui était basée sur la conquête des royaumes, des rois Hutus. Et cette conquête qui était suivie par la violence innommable. Aujourd'hui, on voit que le FPR au pouvoir et a adopté la même stratégie. C'est-à-dire, ils font la conquête, ils contrôlent le pouvoir et ils vont aussi recourir à la violence, à la terreur, au militarisme pour contrôler ce pouvoir. Et dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'ils ont maintenant une autre arme. Et c'est ce qui est génocide. Du coup, pour écarter les autres, tous les joueurs politiques ou bien les acteurs politiques, pour les écarter du terrain, et tout le monde qui est soit un opposant réel, ou bien un opposant même qui n'est pas opposant, mais qu'on croit qu'il est opposant, il est accusé du génocide, juste pour l'écarter du pouvoir, pour essayer de contrôler le pouvoir. Nous, on a dit, on ne peut pas céder à tout cela, parce qu'on sait que oui, on a été victime, nous aussi, mais il faut qu'on construise un autre projet politique, un projet qui va tenter de ramener le peuple ensemble. Les Hutus et les Tutsis, ici, ce ne sont pas des mots tabous. Les Hutus et les Tutsis, même si ce ne sont pas scientifiquement prouvé que ce sont des ethnies telles que la science le décrit, mais ces mots, ces divisions, ces tribus, et on connaît ce que ça a produit dans notre société. Socialement, économiquement et politiquement, ce sont les divisions qu'on ne peut pas ignorer. Donc, du coup, on a construit un projet et c'est pour ça qu'on a appelé, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble comme les jumeaux. Comme les jumeaux. Vous voyez, si vous essayez d'utiliser l'image des jumeaux. Là, monsieur le vice-président, je vais peut-être justement vous ramener à
à l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une actualité. Je vais peut-être passer la balle à Madame la Présidente, parce que, vous savez, comme vous l'avez dit au début, nous nous occupons de nos familles et aussi de la politique et tout. Vous l'aurez constaté, il y a un enfant de Chaste Garoundé qui veut quand même parler à son père ou alors à la place de son père. Voilà, nous comprenons très bien, ce sont les aléas du direct. Madame la Présidente, l'actualité de votre parti Ishema, c'est le congrès qui a été organisé du 1er au 3 juillet 2021. C'était un congrès très important pour votre parti, mais qui était aussi attendu par l'opposition de manière générale, parce que vous savez, vous n'êtes certainement pas en nombre, vous n'êtes pas le plus grand parti d'opposition, c'est ce que pensent les gens, mais vous êtes le parti sans doute parmi les partis jeunes le plus actif et qui a des idées, qui d'abord vous appelez à Talib Fana, ça veut dire ceux qui disent la vérité, quel qu'en soit le coût, le prix. Et là, vous avez, après votre congrès, vous avez publié un communiqué faisant part d'un projet d'abord de rentrer au Rwanda pour faire la politique, mais vous ne partez pas les mains vides. Vous y allez avec un projet politique assez sui generis. J'aimerais que vous nous parliez de ce congrès un peu, quelles sont les grandes lignes ou les décisions principales qui ont été prises, adoptées au cours de ce congrès. Et puis ensuite, dès que M. Garoundé sera disponible, il va vous compléter pour expliquer un peu ce projet de démocratie des jumeaux. En Kinyarwanda, vous dites démocratie Mhanga. Voilà, c'est quoi cette démocratie? Déjà, ça donne matière à réflexion. Pourquoi des jumeaux? Maintenant, dites-nous d'abord quelles sont les principales décisions qui ont été prises au Congrès du 1er au 3 juillet 2021. Merci pour la parole encore. Pour ce qui concerne le congrès ordinaire, parce que chaque année, le parti Ishema, ils se réunissent pour un congrès, pour évaluer les objectifs qu'on s'est donnés pour une année et pour bien continuer notre discussion et dialogue comme des observateurs de ce qui se passe au niveau international, mais au niveau aussi local et au Rwanda, et pour voir où aller pour les prochains, se donner des objectifs pour la prochaine, pour la route suivante. Et il y a un plan de route pour ce qui va arriver. Bon, cette année, on avait comme objectif de réflexion sur l'histoire du Rwanda et aussi évaluer le plan du schéma parti pour le plan de route, le plan pour les prochaines 5 ans. Et comme vous savez, peut-être pas tout le monde, mais depuis que le parti schéma est né, et nous, on se battait pour que il y a l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. Et dans notre réflexion, on a dit la seule façon pour contribuer vraiment à le changement de notre pays, un changement positif, c'est participer activement dans la politique quotidienne rwandaise, au Rwanda en même. Et c'est pour ça qu'en 2014, dans le congrès 2014, on avait présenté au Rwandais notre volonté d'aller participer aux élections qui s'étaient prévues en 2017. Malheureusement, malgré tous les efforts qu'on a mis, le pouvoir rwandais nous a empêchés de rentrer au pays pour 2 fois. La première fois, on est rendu jusqu'à Nairobi. La deuxième fois, ils nous ont fermés, ils nous ont arrêtés à Bruxelles. Et ils ont empêché les avions de nous embarquer pour la dernière
voyage vers Kigali. Et pour ces raisons, on s'est dit, on n'arrête pas ici, on continue à se battre pour notre droit. C'est notre droit constitutionnel, c'est notre droit comme Rwandais de participer activement à la vie politique de notre pays et pour contribuer, parce qu'on croit on a les capacités, on a les idées que tous les Rwandais peuvent bénéficier, qu'à travers un dialogue et un confrontement pacifique, on peut améliorer les conditions des Rwandais, les conditions de vie tous les jours et aussi les conditions politiques, soit locales ou internationales. Et on n'a pas renoncé à ça. C'est dans cette vision que notre congrès ordinaire cette année, on a décidé qu'on va encore aller participer. Et notre volonté de participer aux élections prévues en 2024. Et on a aussi choisi un candidat ou une candidate qui vont nous présenter encore si les Rwandais ils vont le permettre. Mais nous, on sait que c'est notre droit qui doit absolument le permettre, que nous, on puisse participer dans les élections de 2024. On a choisi notre candidate et j'ai eu la chance d'être la candidate, la choisie. Donc, c'est moi qui devrais la présenter le parti Schéma aux élections prochaines de présidentielles, mais il y a aussi des autres élections qui sont prévues. Dès qu'on est prêt, on va partir. Madame Kassinga, je voudrais insister sur les deux tentatives de rentrer dans le pays, parce que si Madame Kassinga le dit, c'est qu'elle était dans les deux équipes qui voulaient rentrer au Rwanda. C'est très important, il faut que ceux qui ne le savent pas le sachent. Eh bien, le parti Ishema avait envoyé une délégation. Madame Kassinga, à l'époque, avait un bébé, je pense, de 8 mois ou... 7 mois. 7 mois, voyez-vous. C'est là, oui. Je l'ai grandi d'un mois. Elle faisait partie de la délégation elle a quitté le Canada. Elle a rejoint d'autres membres du parti Schéma en Europe. Ils sont partis jusqu'à Nairobi avec des billets d'avion tout à fait ordinaires, avec les chances de rentrer dans leur pays parce qu'ils ont le droit, ce sont des Rwandais. Eh bien, quand ils sont arrivés à Nairobi, le président Kagame avait donné l'ordre au Kenya de les bloquer. D'abord, Kigali avait donné l'ordre à Kenya Airways ou à toute autre compagnie de ne pas les embarquer pour Kigali. Eh bien, ils sont restés à Nairobi en essayant de trouver une solution. Je me rappelle, il y avait des photos dans la presse où Mme Kassinga et ses compagnons dormaient à même le sol à l'aéroport international Jomo Kenyatta avec le bébé que nous avions alors baptisé le général ou le maréchal à qui nous avons donné le titre de chef de la délégation à 7 mois, voyez-vous. Eh bien, ils n'ont pas abandonné, donc ils sont rentrés. Madame Kassinga est rentrée au Canada, les autres sont rentrés, qui en France, qui en Belgique, je ne me rappelle plus en tout cas pour la France, oui, c'était Thomas, Naïmana. Eh bien, quelques temps après, ils ont repris, une fois encore, leur projet. Ils ont réservé des vols sur, je pense, Bruxelles Airlines. Madame Kassinga a quitté le Canada, elle est venue en Europe. Et avant leur embarquement, la compagnie belge leur a dit qu'elle avait reçu l'ordre de ne pas les embarquer pour le Rwanda. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Je me suis permis d'insister pour expliquer à tous ceux qui ne connaissent pas cette histoire. Il fallait expliquer, il fallait insister là-dessus, parce que voilà un gouvernement qui refuse à ses concitoyens ou à ses citoyens de rentrer dans leur pays, parce qu'il a peur de leur projet politique,
parce qu'il ne veut pas ouvrir l'espace politique à d'autres. C'était important à souligner. Peut-être que nous allons justement parler maintenant de... Alors, dans le communiqué de votre congrès, le premier point, vous avez décidé ce qui suit. Ne jamais renoncer au droit d'aller mener notre politique au Rwanda jusqu'à ce que le pouvoir soit remis entre les mains du peuple. Nous refusons de donner au FPR, c'est-à-dire le parti au pouvoir de Paul Kagame, le cadeau précieux d'abandonner le combat pacifique pour la démocratie. Donc, en d'autres mots, vous pensez que si vous n'allez pas au Rwanda, vous offrez un cadeau au parti au pouvoir, en fait. Qu'il faut absolument, il ne faut pas accepter d'offrir ce cadeau au parti au pouvoir. C'est le parti qui dirige cette dictature. Donc, vous êtes vraiment décidé, une fois encore, de rentrer au Rwanda pour mener vos activités politiques. C'est bien cela? Oui, merci d'abord pour avoir fait un peu le résumé de ce qui nous est arrivé dans les années, dans le passé, en Nairobi et à Bruxelles. Oui, c'est un cadeau qu'on ne veut pas offrir au FPL, mais c'est aussi un cadeau, un cadeau empoisonné, parce que le détriment du peuple rwandais qui, à cause d'une politique malsaine, c'est un détriment qui va aux efforts de tous les Rwandais, FPI y compris. C'est pas juste les soi-disant diaboliser les Hutus ou les autres non mettons et qui sont pas qui se battent pour le changement, qui vont avoir des conséquences négatives de ce qui se passe au Rwanda, d'une politique malsaine, mais c'est tous les Rwandais. Et les voisins, en plus, pas juste les Rwandais et les voisins, tout le monde est perdant dans cette histoire-là. Même si on se rend compte, mais avec le temps, on va se rendre compte que tout le monde est perdant là-dedans. Ça fait 27 ans qu'on est dans une espèce de combat. Et l'FPI a essayé d'installer une... Comme on le voit, installer une politique de se battre, les Rwandais qui se battent, de diviser pour régner. Vous êtes les méchants, vous taisez, on va vous guider. Ils ne permettent pas le dialogue, ils ne permettent pas l'échange ou les solutions qui se basent sur le dialogue entre le Rwanda, quelque chose qui peut être aller bien pour tout le monde, négociation entre les Rwandais. Mais il a comme construit son pouvoir sous la division entre les Rwandais. Il y a les bons et les méchants. Et ça nous fait mal parce que nous, qu'on est à l'extérieur du Rwanda, qu'on a eu la chance de bénéficier de vivre dans des pays où tout le monde essaie de créer un climat où tout le monde trouve comme quoi ça part, ou trouve comme quoi son espace. Nous, on trouve que ça, c'est plus gagnant pour tout le monde à la longue que de créer des divisions pour régner, des divisions pour accaparer tout à détriment d'une partie, mais on ne se rend pas compte que à la longue, tout le monde va avoir des conséquences de tout ce qui se passe. Dans son sens-là, c'est une réflexion de 8 ans, je vous dis, dans le parti Schéma. On dit que nous, on croit que c'est comme ça. Nous, on croit que le pouvoir doit être basé sur la consensus, au moins du peuple rwandais. Et tout le monde doit être gagnant dans la politique. C'est pour ça que ça nous donne des forces pour dire, nous, on croit que c'est ça. On est sûr que c'est ça, parce que c'est pas sûr juste que nous, Ishema, qui
qui propose cette façon de faire, mais c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde que là où tout va bien, c'est parce que le pouvoir essaie d'écouter le peuple et le pouvoir essaie de créer moins de chicanes entre le peuple, essaie de créer un climat de dialogue et où tout le monde se trouve, que les échanges vont bien aller à la longue. Et le Rwanda d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contraire, que les gens essayent de s'accrocher au pouvoir et au détriment du peuple, en pensant que c'est ça, ils ne voient pas qu'à la longue, c'est du poison. C'est dans ce sens-là qu'on dit on ne donne pas le cadeau à FPL, mais dans le fond, c'est un cadeau empoisonné. Et un cadeau qu'on ne veut pas parce que ça va aussi nous nuire plus tard, pas nous peut-être, mais nos enfants à nous qui sont des réfugiés ou les enfants à eux qui sont au Rwanda. Dans ce sens-là, dans notre réflexion qui dure plus de 8 ans, on s'est demandé c'est quoi le problème des Rwandais? Où on doit commencer pour finir avec cette histoire? Et nous, on trouve que la meilleure façon, c'est ça notre projet de société qu'on va présenter au Rwanda en 2024, c'est une politique qu'on a appelée une politique des jumeaux. Les jumeaux, c'est vous savez, c'est les enfants qui sont nés en même temps, qui se partagent depuis partagent le grain, le ventre de leur-mère. Même quand après la naissance, ils sont tout le temps, mettons, on dit qu'ils sont tous tout le temps pareils, ils se partagent beaucoup de choses, et ils sont comme connectés. Nous, on trouve que le problème rwandais, le problème des Hutus et Tutsis, c'est un problème de chicane, de pouvoir. On a essayé de penser à quelque chose qui peut mettre dehors ce problème, dépasser ce problème. C'est comme dans toutes les, mais disons dans toutes les postes où la personne doit des postes de pouvoir ou des postes où on n'y arrive pas à les élections. On a dit que les Hutus et les Tutsis, une Hutu et une Tutsi doivent se présenter sur une même carte. Pour être mettons, clair, je cite l'exemple américain du président américain. On a vu dernièrement la carte du président américain, Biden et Kamala, ils étaient aidés, Kamala et Biden. Une est président, l'autre est vice-président, mais ils sont une même carte. Ça veut dire qu'une tombe, l'autre tombe. Le mandat de Kamala va finir au même moment où le mandat de Biden va finir. Ça veut dire que si nous, on essaie de faire la même chose, que chaque Hutu ou chaque Tutsi qui se présente pour un poste, il doit être en couple avec un Hutu ou un Tutsi, dépendamment de qui, il doit être en deux. Et que leur carte soit une carte, qu'eux, ils doivent se partager cette poste, dans le sens, si, mettons, on a un mandat de 5 ans à ce poste-là, mettons, disons, le poste du président de la République, chaque année, ils sont tous les deux, mettons, les présidents, mais chaque année, chaque des deux présidents va représenter, mettons, si c'est 5 ans ou 6 ans, il va être le représentant légal de la présidence pour une année, l'autre, jusqu'à la fin de leur mandat. Dans le sens que si on est un président invité à la présenter le Rwanda aux Nations Unies, l'année où ça se passe, c'est moi ou c'est si c'est moi qui est à la garde, c'est moi ou c'est mon jumelle qui est à la garde, c'est lui qui va la présenter le Rwanda. Pour que tous les Rwandais de toutes sortes, les Hutus et Tutsis surtout parce que c'est eux qui ont la chicane, et ils se sentent la présenter jusqu'au fond, d'en haut en bas, dans leur pays, pour que tout le monde arrête de dire si c'est les Hutus qui sont au pouvoir, et moi je suis pas sûre si je suis en sécurité. Si c'est les Tutsis qui sont au pouvoir, je suis pas sûre que je suis en sécurité. En même temps, eux qui sont au pouvoir sont tout le temps en train d'essayer de s'accrocher le plus long possible et
à essayer de réprimer toute voix Hutu ou non Hutu qui disent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui voient les choses autrement. Ils essaient de réprimer avec toutes les forces possibles, les diaboliser. Et ça crée de la chicane et ça crée l'insécurité de ce qui est aussi au pouvoir. Parce qu'ils disent, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il faut la réprimer. Parce qu'on a tout le temps peur que les autres vont revenir. On essaie d'éviter que les autres reviennent. Et ça finit que les autres vont revenir. C'est toujours le changement. C'est un changement qui coûte cher au Rwanda en termes de vie, et en termes de progrès, et en termes de société, de culture et de l'image de ce qu'on est, nous, comme peuple. Nous les jeunes, les partisans du schéma parti, on croit que c'est là qu'il faut aller d'abord corriger. C'est là qu'il faut d'abord aller régler. En discussion et en dialogue avec le reste du Rwandais, des Rwandais, on trouve que tout le temps, on essaie de passer à côté de ce problème. Le FP qui nous disait non, il n'y a plus des ethnies, on parle plus des ethnies, mais on célébrait tout le temps l'ethnie Tutsi. L'ethnie Tutsi, c'est la seule qui peut être prononcée, même qui est dans la Constitution. Les autres ethnies, ils sont pas là. Mais puis, d'autre côté, on dit, on n'a pas, les ethnies sont finies au Rwanda, on est tous des Rwandais, mais il y a des déséquilibres. Les autres, c'est ça comme deuxième citoyen. Alors que la vérité que nous, on a choisi de mettre en avant, nous disent que toutes les peuples rwandais ont subi la malheur que le Rwanda a traversée. On a eu des blessures. Il faut qu'on arrête de cacher ça. Il faut qu'on s'assoie et on dise, on doit régler ça une fois pour tout. Tout le monde est coupable, tout le monde est innocent. Il faut qu'on règle ça avant d'avancer. Merci. Merci pour l'explication. Justement, à ce propos-là aussi, je vais revenir à M. Gahunde. Je pense qu'il est de nous trois celui qui a quitté le Rwanda le plus récemment possible, hein, si mes souvenirs sont bons. Précisément, ce phénomène d'inégalité, de droits interdits à certains et autorisés à d'autres. J'aimerais entendre M. Gahunde en rapport, bien sûr, avec le projet de démocratie des jumeaux. Monsieur Gahunde, est-ce que vous pouvez expliciter davantage la situation actuelle? Qu'est-ce qui vous fait penser que le pouvoir n'est pas suffisamment partagé? Est-ce qu'il y a une partie de la population qui ne participe pas au pouvoir politique, qui ne participe pas aux institutions, par exemple à l'armée, à la police, à tout ce qui concerne les institutions chargées de la sécurité du pays, comme on a vu ça avant 1994. Il y avait quand même une dominante Hutu dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie et autres. Quelle est la situation actuelle, M. Gahunde, qui peut justifier la proposition de démocratie consensuelle que vous appelez des jumeaux, et qui est partagée d'ailleurs, je signale, par d'autres partis politiques ou des plateformes politiques hein, qui n'ont peut-être pas finalisé leur étude comme vous l'avez fait, mais je vois, moi, qui suis les travaux d'autres plateformes, d'autres partis politiques, je vois quand même poindre à l'horizon une unité de pensée. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuelle au Rwanda? Oui, merci. Effectivement, on a fait ce projet, on a proposé ce projet après avoir observé ce qui se passe, Je suis au courant et puis j'aimerais aussi rappeler à ceux qui ne le savent pas que vous aussi, vous, M. Ndagijimana, vous aviez préparé un document dans lequel vous parliez de l'apartheid qui se passe au Rwanda. Et donc, le pouvoir au Rwanda, donc, le régime du FPR
a installé un système d'apartheid. C'est un système de discrimination basé sur ce qu'on appelle les ethnies, bien sûr. Et comme je l'ai dit en haut, ce n'est pas les ethnies qu'on puisse définir scientifiquement, mais socialement, économiquement, politiquement, on sait ce que ça veut dire. Donc, on voit que sur tous les niveaux du pouvoir, on voit que le Hutu est discriminé. Et s'il y en a quelques éléments Hutu qui sont installés, c'est juste pour servir de façade. C'est pour montrer l'image comme quoi le pouvoir est partagé. Je sais bien que pour les observateurs de ce qui se passe à la politique et géopolitique de la région, pendant la guerre qui opposait le FPR et le régime en place, le gouvernement du Rwanda en place dans les années 80, à Arusha, lors des accords, il y avait eu une tentative de partager le pouvoir dans ce qui se voyait les deux groupes opposés en fait. Mais une erreur, ou bien c'est un manquement qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas bien précisé le problème Hutu-Tutsi. Donc le pouvoir, on a pris le FPR comme représentant des intérêts des Tutsis et le gouvernement en place comme représentant des intérêts des Hutus. Et ils ont essayé, on avait essayé, et bien sûr, on sait que ces accords étaient sous l'égide de la communauté internationale et notamment, ils étaient garantis par le gouvernement français, par exemple, et entre autres. Et donc, on avait essayé de partager le pouvoir pour essayer d'anticiper tout conflit qui pourrait surgir dans l'avenir. Et finalement, quand l'avion du président a été abattu et que le président est mort, les accords d'Arusha sont tombés à l'eau. Donc, on a tout effacé et le FPR veut gérer l'affaire comme il veut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le résultat? Le résultat, c'est que tout le pouvoir est concentré dans les mains du FPR. Et qui dit FPR veut dire les Tutsis qui étaient dans l'OTAN, qui étaient dans le refuge, qui étaient exilés à l'étranger. Et maintenant, qui sont venus et qui ont tout le pouvoir. Maintenant, pour cacher leur jeu, ils essaient de mettre en place quelques Hutus, notamment le poste de Premier ministre. Vous savez que depuis 1994 jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, le poste du Premier ministre est toujours occupé par un Hutu. Mais ce Hutu, il n'a pas de parole, il est de façade, en fait, il ne fait rien. C'est quelqu'un qui est là, mais qui ne va rien faire, qui n'a pas de poids, en quelque sorte. Et même dans les ministères, s'il y a les ministères, vous allez voir le ministère, tous les ministères qu'on va appeler des ministères forts, sont occupés par les Tutsis. Et même les ministères qui ne sont pas forts, les ministères, par exemple, le ministère de la culture, et même s'il y a un Hutu qui est là, à côté de lui, il y a un Tutsi qui est fort, qui est placé là-bas, et c'est lui, en général, en réalité, c'est lui qui a le pouvoir, qui détient le pouvoir. Nous, on se dit, cette situation, juste pour camoufler la question, le problème en place, cette situation pour mentir à la communauté internationale, ça représente une bombe à retardement. On sait que dans l'avenir, il y aura encore le mécontentement qui pourrait nous arriver, nous faire retomber dans la même situation dans laquelle nous étions il y a 3 décennies. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, il faut qu'il y ait un système de gouvernance où le peuple rwandais, les Hutus et les Tutsis, et les Tutsis, bien sûr, qu'on oublie souvent, partagent le pouvoir et surtout se sentent en sécurité, où chacun se dise, OK, voilà, je suis dans le gouvernement, je suis représenté dans le gouvernement. C'est là où arrive justement l'image des jumeaux. Les jumeaux qui s'embrassent dans le ventre de leur mère avant la naissance pour survivre.
pour manger, ils mangent ensemble, ils ont le même logement en quelque sorte. Et même à la sortie, parce qu'ils sont venus de la même source, ils continuent à garder les mêmes liens, ils sont ensemble, ils sont encore la même personne en fait, en quelque sorte. Donc du coup, on se dit, pour finir une fois pour toutes, la question qui a toujours opposé les Hutus et les Tutsis, qui est le pouvoir politique. Il faut que les gens, les Hutus, se sentent qu'ils partagent le bien et le mal, comme les jumeaux justement qui sont dans le ventre de leur mère avant la naissance. Ils savent bien que voilà, ils doivent se protéger mutuellement. Et c'est comme ça que ça devrait se passer selon notre projet. Et sur chaque poste, avant les élections, disons par exemple pour les postes, les élections législatives, disons, chaque député, chaque membre, chaque candidat doit chercher son jumeau, sa jumelle. S'il est Hutu, il cherche un Tutsi. S'il est Tutsi, il cherche un Hutu. Comme ça, ils sont élus ensemble. Ils proposent un projet qui va leur faire, qui va bien sûr leur gagner le vote. Et ils arrivent au Parlement à deux. Ce sont des couples. Et parmi ces élus, maintenant, on vote aussi le collège présidentiel. Et la première version du projet, on disait que le président serait Tutsi et que le vice-président serait Hutu. Ou bien vice-versa. Mais à la fin, on s'est dit, non, il faut que, parce que la notion de président et vice-président, ça renvoie une nuance comme quoi il y a un qui est supérieur à l'autre. Parce que le président, il serait plus fort que le vice-président. Alors on s'est dit non, il faut que ça ne soit pas compris comme ça. Il faut qu'on se sente que ce sont les jumeaux qui sont au même niveau et au même pied d'égalité, quoi. Donc on s'est dit, alors dans ce cas, le poste de président, ça va faire un collège présidentiel dans lequel on a les jumeaux. On a les jumeaux, un Hutu et Tutsi et un Hutu et Tutsi. Et on s'est dit, comme c'est si on dit que le mandat présidentiel c'est 7 ans, on pourrait avoir 3 couples plus un toit. C'est-à-dire qu'on a 7 présidents en quelque sorte. On a 7 présidents, on a 3 Tutsi, 3 Hutus et un toit. Et ce sont les présidents, c'est le collège présidentiel. Et on va bien sûr définir quel sera le rôle du collège présidentiel. Et on sera aussi obligé de définir quel est le rôle du Premier ministre. Le Premier ministre aussi qui doit avoir son jumeau. S'il est Hutu, il a un jumeau et à côté duquel il partage il partage tout le pouvoir. Et bien sûr, la survie de l'un dépend de la survie de l'autre. Personne ne peut aller comploter contre son voisin parce qu'il sait bien que si l'un chute, tout le monde part. Et l'idée, c'est quoi? La philosophie, c'est que tout le monde comprenne que son salut dépend du salut de son voisin. Que la survie du Hutu dépend de la survie des Tutsis. Et en Kinyarwanda, on dit Umusonga, on dit Mukuraza, je ne sais pas comment on dit encore. Ça veut dire qu'en fait, le malheur de ton voisin ne devrait pas te faire du mal ou bien te concerner. Mais justement, c'est ça qu'on veut changer. Il faut savoir que si notre voisin n'est pas à l'aise, nous non plus, on n'est pas à l'aise. Et c'est ça la philosophie derrière ça. Donc, on se dit que si on applique cette formule pendant 30 ans, c'est une génération, justement, c'est une estimation qu'on a faite. On se dit, pendant ces 30 ans, les gens auront déjà compris que leur salut dépend de leurs amis, de leurs frères Tutsi. Que le salut de Hutu dépend de celui des Tutsi. Et vice-versa. Et donc, du coup, on se dit, et si on essaie au moins ça, parce que jusque-là, il n'y a pas eu d'autre formule qui a été essayée, qui a été expérimentée, afin qu'on puisse voir les résultats. Donc, on se dit, donnez-nous cette chance. Et nous allons voir bien sûr des occasions pour expliquer au peuple rwandais les bénéfices, les bénéfices, les acquis
oui, ce qu'on attend de son projet. Et bien sûr, à ce que nous avons jusque-là, tout le monde, beaucoup de gens, en fait, sont contents. Ils disent que voilà, il faut que vraiment il y ait quelque chose d'innovatif. Et justement, à l'instar de son projet, qui va ramener le peuple ensemble, qui va rassembler le peuple rwandais. Bien sûr, nous connaissons que ce n'est pas facile, ça ne va pas être facile, vu notre passé, vu notre histoire, où la communauté a tendance à se diviser entre les bourreaux et les victimes. Justement, ça va être dur. Mais quand même, on peut y arriver, on y croit, et c'est quelque chose qui va faire du bien à notre communauté. On s'y donne et on va voir ce que ça donne. Et justement, nous demandons à la communauté, nous demandons aux chaînes de télévision, à tout le peuple rwandais, de nous donner cette chance, d'essayer de comprendre ça et de nous aider aussi à expliquer que le salut du peuple rwandais dépend de notre compréhension mutuelle. Comprenons notre prochain et le prochain comprenne, que le prochain nous comprenne, et comme ça, on va bâtir un nouveau pays, une nation au vrai sens du terme. Merci, je crois que je peux arrêter par là. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais peut-être passer la parole à Madame la Présidente pour conclure. Et au passage, je voudrais savoir si déjà pour les prochaines élections, Madame la Présidente a déjà pensé à une jumelle ou à un jumeau. Là, je me demande comment elle va pouvoir choisir le jumeau ou la jumelle d'une autre ethnie. Parce que j'en ai discuté, j'ai discuté de votre projet avec un ami qui m'a dit, mais écoutez, moi je veux bien être le jumeau de la présidente, mais mon problème, c'est que j'ai 2 ethnies sur mon dos. Ouais, c'est un Rwandais qui me disait, moi je suis issu de 2 ethnies, je vais être le jumeau de qui? Il faut y penser aussi, il faut y réfléchir, hein. Parce qu'au Rwanda, il n'y a pas que les Hutus et les Tutsis. Où est-ce que je veux dire? Et les Batwa, ils sont peut-être moins nombreux que leurs compatriotes, mais ils méritent peut-être de jouir de l'égalité de chance et de considération. Pourquoi on ne mettrait pas 3 Batwa, étant donné le retard qu'on leur a fait subir pendant des siècles? Pourquoi on ne leur permettrait pas d'avoir un avantage sur les autres? Là où il y a 3 Tutsis, 3 Bahutus, 3 mélangés, ou je ne sais pas si ça existe, pourquoi on ne mettrait pas 3 Batwa pour montrer que le principe d'égalité est universel? Il faudra peut-être que, je ne vous demande pas de répondre aujourd'hui, hein, mais par curiosité, est-ce que vous avez déjà pensé quand même à dénicher un jumeau ou une jumelle pour les prochaines élections, puisque c'est vous la candidate? Le reste, on organisera un débat vraiment sur le projet. C'est un projet qui vaut la peine. L'idéal, vous l'avez expliqué, c'est l'égalité de chance dans notre pays. C'est-à-dire mettre les Hutus et les Tutsis sur la même, leur donner la même considération devant les lois de notre pays, casser le cycle de discrimination. Madame la Présidente, je vous donne la parole pour répondre à ma question et peut-être conclure. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. On organisera des débats, on aura des invités à qui vous expliquerez en long et en large votre projet de démocratie des jumeaux. S'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole encore. D'abord, l'essentiel, le lobby ultime de ce projet est d'avoir le courage de pointer le doigt le vrai problème des Rwandais. On essaie tout le temps, dans tous les systèmes politiques, dans tous les régimes politiques, de dissimuler, de cacher ce problème. Et de pointer le doigt, on dit que c'est ça le problème. C'est pas qu'on dit que le problème des Rwandais, c'est les ethnies. Hein. C'est parce qu'on sait bien que les ethnies sont utilisées pour
pour s'accaparer au pouvoir et essayer d'éliminer les autres, d'empêcher les autres d'arriver au pouvoir. Le pouvoir devient comme un point, un sujet de, de, de discrimination, un sujet d'essayer de prendre beaucoup aux autres, alors que le pouvoir devrait être un sujet de partage, un sujet de comment améliorer le vécu, le quotidien du peuple, et de comment présenter quelque chose, ou proposer quelque chose qui porte le peuple davantage à un autre niveau de développement, à un autre niveau de vécu, de société qui va avec le temps. Ça, c'est un point. C'est justement pointer le doigt à le vrai problème ou à ce qui est utilisé par dans le passé jusqu'à maintenant, tous les gens qui sont au pouvoir pour essayer de créer le mécanisme. C'est quoi le mécanisme au Rwanda, dans le fond? C'est ça le but premier de ce projet. Le deuxième but, c'est, comme vous avez dit, le deuxième but, ça serait que les Rwandais soient chez eux, que chaque Rwandais se voit représenté par le pouvoir en place, que chaque Rwandais trouve sa place, que chaque Rwandais se sent que ses droits sont bien respectés, qui peuvent dormir tranquillement, qui peuvent projeter sa vie loin dans un Rwandais pour tout le monde. Parce que présentement, les Rwandais, là, ils vivent comme si ils entendent quelque chose qui change, que aujourd'hui c'est nous et demain ça va être eux. Ils nous empêchent de voir loin. Ils nous empêchent de projeter notre Rwanda, de penser à un Rwandais qui avance loin dans les siècles. Un Rwandais qui a unir nos forces pour créer une société qui nous appartient, qui nous représente, qui nous distingue dans le reste du monde. Parce qu'on est comme pogné dans les disputes, on est pogné dans qui est là, qui n'est pas là, qui reviendra, qui ne pas reviendra. On est tous dit, oh, on dort, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. On a peur de ce qui est arrivé demain. On veut qu'on arrête de penser à ça, qu'on se concentre à mettre ensemble nos énergies en tant que peuple pour améliorer nos vécus, notre histoire et notre culture. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, comme vous dites, c'est un point logistique, c'est un point comment ça va marcher. On n'a pas finalisé notre projet. Justement, il y a plusieurs points à discuter. C'est un projet ouvert. Comme vous dites maintenant, vous nous dites, nous, on avait pensé au toit, par exemple. On avait dit que ça serait difficile de trouver les toits qui, peut-être parce qu'en tant que minoritaire, c'est comme un peuple qui a été discriminé plus longtemps. Et ça serait peut-être difficile de trouver des toits, tant des toits à tous les niveaux politiques, mais ça serait bien qu'ils soient au moins au niveau présidentiel, au niveau des niveaux en haut, pour que les toits aussi se sentent représentés. Il y aurait peut-être les ministères pour s'occuper de leur avancement, de récupérer leur culture, de récupérer leur image, de récupérer l'histoire, et les toits se sentent appropriés de leur histoire. Peu importe c'est quoi l'histoire, ce qu'ils veulent, et c'est eux qui vont décider quoi faire avec leur histoire et leur vécu, mais qu'on crée un mécanisme, on crée quelque chose qui leur permet de s'exprimer, d'autodéterminer eux-mêmes de ce qu'ils veulent, en les permettant aussi de pouvoir, dans les années futures, pouvoir accombrer tous ces espaces qu'eux n'ont pas, la présenter, permettre de se développer et de choisir eux-mêmes leur destin. Pour ce qui concerne les enfants, comme on dit, métis, peu importe quel degré de métis, c'est à eux de choisir à quoi représenter. C'est à eux de nous proposer qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Normalement, au Rwanda, on dit que l'ethnie est issue parce qu'on est une société
paternelle, là, issue du père. Mais on croit aussi que c'est pas juste ça. Dans la science, ils nous disent qu'on est 50-50. Fait qu'on on se sent, mais malgré tout ce qui nous est arrivé, plusieurs enfants métis, ils se sentaient, peu importe le degré de métissage, ils se sentaient quand même comme perdus dans cette bataille, dans cette chicane des Hutu-Tutsi. Peu importe si ton parent est Hutu et Tutsi, ton père est Hutu et Tutsi, tu es déterminé comme Hutu, comme Tutsi, ça reste que la moitié de toi appartient à l'autre ethnie. Et ça reste que tout ce qui concerne l'autre ethnie, et ça te concerne à moitié. Que l'autre ethnie, il fait partie de toi aussi. Fait que là, il y a un dialogue à faire. Il y a une proposition encore à venir. On nous dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment déterminer ça? Et ça, c'est comme un dialogue qui va continuer. On n'a pas vraiment parlé on n'a pas eu le temps de parler de ça, mais c'est sûr que les propositions vont venir. La façon de ranger ce problème va venir, mais ça doit venir de quelqu'un qui appartient dans disons, groupe, qui va nous proposer des solutions, que nous, on est prêts à dialoguer. C'est quoi la proposition? C'est quoi qui peuvent aller mieux pour tout le monde? Mais le but de l'ultime, c'est de vous dire, arrêtez de chicaner Hutu-Tutsi. Arrêtez de s'accaparer le pouvoir. Commencez à penser à le bien commun de tous les Rwandais. Mais pour que ça se fasse, il faut que tout le monde se soit égal. Il faut que tout le monde se soit représenté. C'est ça qu'on veut créer d'abord. Et créer un pouvoir qui représente tout le monde. Que tout le monde se sent bienvenu, que tout le monde se sent concerné. C'est ça la première chose. Pour la demande de ce qui concerne le jumeau et la jumelle, comme j'ai été élue par des membres du parti Schéma, nous, présentement, on est en train de finaliser notre projet. Comme vous avez dit, les détails viendront de petit à petit pour expliquer à tout le monde. C'est ça ce qu'on est en train de faire, d'expliquer à tout le monde pour que le plus de personnes possibles peuvent avoir accès à notre projet et essayer de comprendre ce qu'on veut et puis pouvoir participer. Le congrès, les membres du parti Schéma qui m'ont choisi, c'est à eux aussi le droit de choisir la jumelle parce que en tant que eux qui les présentent, on doit la présenter eux en deux. C'est pas moi qui choisis ma jumelle, ça sera mon parti, ça sera le groupe qui m'a choisi, les membres du parti Schéma a choisi la personne qui va aller avec moi. Les candidatures sont ouvertes. On n'a pas encore fait ça officiellement parce que présentement, on est concentré à finaliser notre projet et à proposer à les personnes et à l'expliquer à tout le monde pour que ils puissent être participes de ce projet et les s'approprier de projet et de dire, ça y est, on peut participer. Et là, c'est là qu'on va présenter notre choix. Et peut-être on doit lancer la candidature pour qui veut être le jumeau, peu importe le parti, peu importe la région, peu importe eux qui veulent venir et qui embrassent notre pensée sont les bienvenus. Pour l'instant, pour conclure, je parle le jumeau, on n'a pas encore la diversion là, mais on travaille là-dessus beaucoup. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre franchise et surtout le courage, parce que quand nous avons commencé l'émission, vous aviez des appréhensions par rapport à votre façon de parler le français, mais en définitive, le français, ce n'est pas notre langue d'origine, c'est une langue de travail. Vous êtes plus à l'aise en italien parce que vous avez fait vos études quand vous étiez jeune et après en italien, en Italie même. Certains parlent mieux l'anglais que le français, d'autres mieux le français que l'anglais. En tout cas, je pense que nos téléspectateurs seront épatés de voir une personne qui se croit italophone et pas francophone s'exprimer aussi bien à l'aise.
Quant à Chaste Gahunde, je pense que il vous a complété tout à fait logiquement. Moi, je soutiens vos initiatives. Hein. Notre chaîne, La Voix des Grands Lacs, reviendra souvent vers vous pour vous engager dans des débats, dans des explications ou des analyses de situation ou des événements qui se passent au Rwanda. Retenez seulement que nous vous soutenons dans votre façon de voir l'avenir du Rwanda. Si ce n'est pas un avenir partagé, ça ne vaut pas la peine. Ce sera un avenir qui se déclinera sous des formes diverses, mais en tout cas dans la violence. Et ce n'est pas ce que nous recherchons, ni pour nos enfants, ni pour les petits-enfants qui viendront après. Ceci dit, si vous avez un mot de la fin, chacun, pendant 1 minute, je vais vous laisser parler. Chaste Gahunde d'abord, et puis le dernier mot reviendra à Madame la Présidente. 1 minute à chacun et ce sera parfait. Bon, au fait, à la fin de ce programme, je ne peux que vous dire merci. Et merci aussi à nos téléspectateurs. Vous nous avez permis justement d'expliquer notre projet. Bien sûr, et bien sûr, je vous remercie aussi de cette promesse que nous aurons aussi l'opportunité d'en parler amplement dans l'avenir. Et je serai plus content justement de partager, bien sûr, d'échanger avec nos compatriotes à propos de ces projets. Justement, c'est à travers le débat, c'est à travers des dialogues que nous allons bien concrétiser le projet. Et bien sûr, il faut que le projet soit inclusif. Il faut que nous soyons capables de recevoir les idées, les propositions peut-être, et bien sûr. Et c'est comme ça qu'on va construire un pays inclusif que nous désirons tous. Et je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup. Madame Kassinge. Merci beaucoup. Je ne peux pas que vous remercier aussi pour cette occasion que vous nous avez donnée de commencer, parce que c'est juste le début, à partager notre idée, notre travail, notre réflexion au reste du Rwanda et au reste du monde. Ce que je voulais souligner davantage, c'est que si nous, on est là pour essayer d'améliorer le problème rwandais, c'est parce qu'on est comme quoi touché par ça. On ne veut pas que ça continue. On veut écrire une histoire, un début d'une histoire positive, une histoire entre les Rwandais. On a vécu tout ce qu'on a vécu et on n'était pas... c'est pas à nous de juger le passé, mais c'est à nous d'améliorer le futur. C'est à nous d'arrêter ce mécanisme de domination basé sur la violence et sur les ethnies, ou peu importe. Mais c'est à nous de penser à un futur qui va être propice pour l'ensemble des Rwandais et qui va être un terrain de progrès et de l'image du Rwanda uni, d'image des Rwandais qui a subi beaucoup, mais qui a su s'inventer et surpasser un passé pas commun, un passé dur. C'est à nous qui avons vécu ça. C'est à nous de corriger ça. Ce n'est pas nos enfants qui vont subir encore, comme nous, on a subi les conséquences de notre histoire. C'est à nous de dire arrêtez. Et donc, j'appelle à tous les Rwandais de venir à la réflexion avec nous, d'essayer de partager leurs doutes, d'essayer de partager leurs penser avec nous et ensemble construire et bâtir des fondations des Rwandais autrement, d'arrêter le cycle de violence, d'arrêter le cycle de chicane, d'être fiers de nous comme nous souhaitons. Schéma du Rwanda. Merci. iyumvire
osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ikundorere wa mubyeyi